Bonjour tout le monde, mon nom c'est Franck Béraud, je suis effectivement PDG de Montréal InVivo depuis quelques années maintenant. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous ici ce matin et je suis surtout très heureux de voir des nouvelles têtes parce que ça fait trop longtemps que je suis dans le secteur des sciences de la vie au Québec. Quand je vais dans des événements, je connais à peu près tout le monde et puis je suis content de voir que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ça me permet de voir d'autres facettes de la grappe des sciences de la vie, des gens avec qui je n'ai pas d'interaction habituellement. Donc merci beaucoup d'être là ce matin. Donc Montréal InVivo, très rapidement, en quelques mots, c'est le nom qui désigne la grappe industrielle des sciences de la vie et technologies de la santé du Grand Montréal. Donc on est un organisme de développement économique, organisme sans but lucratif, qui est financé à peu près à hauteur de 60% par les 3 paliers de gouvernement et le 40% restant vient donc d'institutions et de compagnies qui financent donc nos activités. On a un mandat qui est très simple, en théorie, c'est de faire en sorte que l'environnement d'affaires pour le secteur des sciences de la vie dans le Grand Montréal soit le plus positif possible. Que cet environnement d'affaires permette finalement le développement, la compétitivité, la croissance des entreprises et des organisations dans le secteur des sciences de la vie. Ah ben tu m'avais mis des slides, c'est bien, je ne les suis pas du tout, mais c'est parfait. Donc j'étais là, donc la mission, et puis voilà, donc c'est ça. On a notre travail en fait, en quoi consiste-t-il? C'est essentiellement de faire beaucoup de réunions, de mettre beaucoup de gens très différents autour de nos tables de travail, de faire en sorte que tous les segments finalement du secteur des sciences de la vie soient représentés autour de nos tables, qui ont pour but finalement de réfléchir quels sont les enjeux auxquels on fait face tous ensemble, quels sont les enjeux communs autrement. Puis quand je dis enjeux, ça peut être des opportunités, c'est pas forcément des problèmes à régler, mais en tout cas, quels sont les enjeux qui nous affectent tous en tant que secteur, et de se mettre ensemble pour essayer de concevoir les solutions finalement à ces enjeux. Donc ces échanges-là sont super enrichissants, très constructifs. Et nous, notre travail à la grappe, l'équipe de Montréal InVivo, c'est de transformer ces pistes de solutions qui émergent dans ces discussions-là en projets concrets, qui sont adoptés ensuite approuvés, je devrais dire, par le conseil d'administration, et qui ensuite donc reviennent sur le terrain avec une acceptabilité très élevée parce qu'à la fois le problème et la solution ont été développés finalement et proviennent du terrain. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne depuis 15 ans, depuis la création de Montréal InVivo. À titre d'exemple, le premier projet sur lequel on a travaillé à l'époque, il y a une quinzaine d'années, c'est la création, pour ceux qui connaissent, le CQDM, Consortium québécois pour la découverte du médicament. Projet super innovant de mettre 3 compagnies pharmaceutiques concurrentes ensemble pour financer ensemble, conjointement avec le gouvernement du Québec, financer des projets de développement technologique pour accélérer la découverte du médicament. Donc c'est un modèle qu'on a répété ensuite dans une autre structure qui s'appelait Neovec, qui est devenue Admaré, etc. Bref, on monte toutes sortes de projets qui vont donc toucher nos 5 axes stratégiques qui sont donc recherche et innovation, le bassin de talent, le développement des entreprises, l'acceptabilité citoyenne et le positionnement du secteur comme étant un moteur de la relance économique du Québec. Donc tous nos projets se rattachent à un ou plusieurs de ces axes stratégiques-là. Donc là, il y a quelques exemples de projets qui sont listés. Je vais juste, parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais juste vous mentionner l'événement Effervescence, parce qu'on vient tout juste de le finir. C'était les 3 et 4 mai derniers, donc au marché Bon Secours, près de 650 participants. C'est devenu le plus gros événement en fait dans le secteur des sciences de la vie au Québec et au Canada, je pense. Donc un très beau succès, je vous invite à y participer d'ailleurs pour l'année prochaine. On vient de choisir les dates, ça va être le 1er et le 2 mai 2024, donc mettez ça à votre agenda. Donc c'est un petit peu ça, je vais juste finir sur la genèse finalement du projet OTN. En fait, il se rattache ce projet-là à l'axe qu'on appelle positionnement, parce que pour nous, positionnement, oui, c'est l'aspect rayonnement du secteur des sciences de la vie au Québec, dans le Canada et à l'extérieur aussi, mais c'est aussi l'aspect s'assurer que nos entreprises soient des vrais contributeurs à la relance économique du Québec post-pandémie. Et ça passe notamment par une meilleure productivité, une meilleure compétitivité de nos entreprises. Et nous, on pense qu'une des voies, un des chemins pour se rendre là, c'est notamment l'utilisation accrue du numérique dans nos entreprises, dans nos organisations.
Beaucoup d'entreprises à qui on a parlé, notamment Manufacturia, si on prend cet exemple-là, ont des processus automatisés, mais ne font pas nécessairement la meilleure utilisation possible des données auxquelles elles ont accès ou des données qu'elles peuvent même générer. Donc, et puis je reviens de Bayo. À Bayo, on est allé visiter l'usine de Moderna qui fabrique les vaccins. Puis je peux vous dire que c'est très très impressionnant de voir, j'imagine que c'est un petit peu la même chose chez Pfizer, mais de voir que c'est hyper compact et puis que tout est mesuré, tout est capté. Il y a une quantité incroyable de données dans ces processus de fabrication qui sont capturés et qui sont ensuite utilisés pour améliorer les processus. Donc je pense que toutes nos entreprises ont beaucoup à gagner à faire un pas ou des pas supplémentaires dans la transformation numérique. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans ce projet-là et puis qu'on a été finalement sollicité puis soutenu par le gouvernement de Québec pour lancer cette initiative. Je laisse maintenant la parole à Anne-Laure qui va justement vous présenter l'initiative. Merci beaucoup et puis encore merci d'être là. Merci Franck. Alors, pour revenir sur le programme Transformation numérique par Montréal in Vivo, on a 3 objectifs principaux, comme l'expliquait, l'introduisait Franck. Démystifier la transformation numérique pour nos entreprises en sciences de la vie. Le MEIE est présent ici. Je pense qu'on est conscient qu'il reste encore un travail de sensibilisation pour beaucoup d'entreprises de notre secteur. Sensibilisation à l'importance de la transformation numérique et surtout, pas tant la transformation numérique pour elle-même, mais à l'importance de la transformation numérique comme un outil pour répondre à leurs problématiques actuelles, que ce soit de la main-d'œuvre, de manque de productivité, etc. Un deuxième objectif d'accompagnement des entrepreneurs de notre secteur dans ce processus. Et enfin, faciliter, accélérer la transformation numérique. Donc ça serait presque un résultat. Notre clientèle cible, évidemment, les PME et les startups. Non pas que l'on n'aime pas les grands groupes, mais c'est que généralement c'est elles qui ont le plus besoin de notre aide pour commencer cette démarche. Et puis on va commencer, on essaye de plus en plus d'avoir un contact personnalisé avec chaque entreprise pour les aider dans ce processus. On introduit, on le répète, c'est une priorité gouvernementale que la transformation numérique. Il faut qu'on y accède, il faut que les entreprises du secteur enclenchent leur virage numérique. Et encore une fois, je le répète, pas tant pour l'objectif de juste utiliser la transformation numérique, mais c'est que c'est vraiment un bon levier pour atteindre leurs besoins et puis pallier leurs enjeux. Notre programme, venons-en au fait. Donc notre projet, le programme Transformation numérique par Montréal in Vivo sera en 3 volets. Le volet sensibilisation, via des articles sur les blogs, des vidéos de paroles d'experts, donc sur des thématiques bien précises, une cartographie des acteurs, des témoignages de bons coups des PME. Ça, c'est toute une partie sensibilisation qui sera via l'outil web, évidemment. Là-dessus, je vous invite à aller voir juste, donc il y a le petit déjeuner sur la gauche, mais sur la droite, il y a un grand panneau blanc où vous pouvez coller des post-it. Là, ça serait super que vous colliez des post-it sur vos enjeux à l'heure actuelle, les thématiques que vous aimeriez qu'on aborde, même des choses qui peuvent être extrêmement précises. Collez-les, mettez vos questions, mettez vos souhaits, et puis on va essayer d'y répondre. Mais vraiment, je vous invite à faire cet effort avant de partir. Chacun met un post-it, et puis ça va aider grandement, nous aider, nous, à répondre à vos besoins, en fait, plutôt que des fois d'avoir des tirs qui partent à côté. Un deuxième volet, aiguillage. Donc là, aiguillage vers les ressources adéquates, c'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va mettre à disposition les personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent financer vos programmes, vos projets de transformation numérique, et puis mettre en relation. Essayez de voir qui est la meilleure personne, quels sont les meilleurs organismes qui peuvent vous aider dans votre projet. Et puis un dernier volet que j'ai rebaptisé Propulsion, qui est l'organisation de comités accélération. Donc ça, c'est un projet à Montréal in Vivo. Ce sont des comités d'experts qu'on rassemble juste pour une problématique très précise. Et là, ce sera une problématique très précise en transformation numérique pour des projets qui sont un peu complexes, on ne peut pas répondre aussi facilement qu'en allant voir une personne qui peut vous aider ici, mais il faudrait qu'il y en ait plusieurs autour de la table pour voir comment on finance ce projet. La problématique est quand même difficile. Est-ce qu'il y a un projet de recherche à mettre autour?
et essayer de vous aider à avoir les clés pour enclencher ce projet qui est qui est complexe, en fait, qui ne se fait pas avec un seul interlocuteur. Donc on va commencer à les mettre en œuvre à partir de septembre. Pareil pour les aiguillages et la sensibilisation, il va y avoir des ateliers formation, notamment pour l'aiguillage, qui vont répondre à vos questions. Et ça va être enclenché à partir de septembre. On va faire un atelier par mois, c'est l'objectif, avec des thématiques très précises. À l'heure actuelle, cet été, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, on va continuer notre démarche de mieux connaître les entreprises du secteur, évidemment. On est à la recherche de partenaires privés pour financer ce projet, parce que c'est un projet qui est financé en grande partie par le MEIE, mais il nous reste encore une partie où vous pouvez financer. Il y a des commandites disponibles, beaucoup de visibilité. Mais comme vous voyez, déjà, on a fait énormément de visibilité à des partenaires. Voilà, venez me voir si vous êtes intéressé pour la visibilité, pour animer des ateliers, pour faire une vidéo d'experts. Il y a beaucoup de possibilités. Nos partenaires à l'heure actuelle, donc comme je disais, le MEIE, qui nous soutient principalement. Et également, on a notre premier commanditaire, c'est un projet qui vient tout juste d'être lancé, donc on est très fiers d'avoir Arch TI, qui sont présents ici, de représentants d'Arch TI, qui offre une solution de RP, mais allez les voir si vous voulez plus d'informations. J'attends parce que madame a fait la photo. Avec le logo. Je vous propose qu'on passe au panel avec nos deux invités. Donc je vais les inviter à s'approcher ici. Alors nous avons Anne-Sébastien, VP Production Systems chez Pfizer, et puis Sophie Larouche de chez Solutions CPO, et puis elle va nous expliquer, je me mets entre vous. Alors merci beaucoup d'être avec nous. J'ai l'impression d'être... J'ai quelques questions à vous poser par rapport à votre parcours en transformation numérique, mais déjà, est-ce que vous pouvez juste vous présenter ce que vous faites, ce que fait votre entreprise? Alors bonjour, bon matin. Même si c'est pas français, je pense good morning en anglais. Annie Sébastien, vice-présidente système de production chez Pfizer Mondial. Je suis rattachée à la division manufacturière de chez Pfizer, donc l'ensemble des usines plus le réseau de distribution. Mon rôle dans l'entreprise, c'est de m'occuper de tout ce qui on appelle production system chez Pfizer, mais pensez-y comme lean production system. Fait que tout ce qui est excusez-moi, je pense en anglais. La majeure partie de évidemment, mon travail est en anglais. Fait que operational, excellence opérationnelle, gestion, KPI, comment est-ce qu'on, à travers le réseau d'usines, on mesure l'efficacité opérationnelle et on remonte tout ça au niveau du président, la gouvernance, etc. Faisant partie de mon rôle est aussi, évidemment, je suis sur le comité directeur pour l'ensemble du réseau manufacturier de Pfizer, de tout ce qui est transformation numérique. Donc, les projets innovants, transformation numérique, on est un groupe incluant tout ce qui est IT, etc., où on révise les soumissions de projets, on accepte, on accorde les budgets. Donc, c'est à peu près mon rôle là, chez Pfizer. Bonjour, donc Sophie Larouche. Merci. Pharmacienne de profession, je suis propriétaire d'une pharmacie, mais pas de patients. C'est le fun, hein? Fait que je ne fais pas d'argent. Les clients sont des pharmaciens. Donc, c'est une pharmacie centralisée. On travaille avec des robots pour préparer au nom de patients des médicaments qui sont distribués par les pharmaciens. Et la transformation numérique est venue chez nous, c'est que c'est une nouvelle industrie. C'est à peu près une dizaine d'années là, que ça a commencé. On était 2 au Québec au début. Et bon, ben, comme la pharmacie présentement, fait que si vous ne soyez pas surpris, là, en pharmacie, même si on fait longtemps qu'on a des dossiers patients informatisés, pour commander un médicament, là, on fait check. J'en ai assez dans le pot, j'attends à demain. Et une pharmacie centralisée, c'est du gros, c'est de la production en gros, ben, un inventaire, s'il y en a trop, ben, tu fais faillite. Fait que ça a commencé tout simplement avec un besoin d'informatiser des gestions de commandes et c'est devenu de plus en plus gros. Donc j'ai pris un programmeur à mon frère quelques semaines et après quelques semaines, je l'ai volé. Et j'ai développé pour mon besoin interne, c'est parti d'un besoin, un système informatique.
Et après quelques années, c'est devenu très, très gros et on a commencé donc à partir d'une deuxième entreprise qui fait justement un all-in-one en gestion du circuit du médicament en pharmacie pour les pharmacies centralisées. Fait que mon rôle, moi je suis une petite PME, fait que mon rôle, il y en a plein, hein, fait que je touche à tout. Mais mon rôle, c'est vraiment le développement d'affaires, l'innovation. Fait que moi, je suis une pharmacienne atypique, là, je suis une très grande créatrice. Sur mon profil de personnalité, je suis 10 sur 10 en création et à 0 sur 10 en structure. Hein. Fait que c'est comme pas un pharmacien ordinaire, cette affaire-là. Fait que ça, c'est moi. Fait que la partie innovation, c'est moi. La partie passion, hein, c'est puis quand je parle, ben, je suis aussi une expressive, si vous ne saviez pas. Fait que ça, c'est mon rôle chez nous, c'est dans la transformation, c'est de donner cette passion-là, de donner l'alignement. Puis j'ai d'autres mondes qui s'occupent de la structure. Fait que inquiétez-vous pas, là, c'est pas moi qui s'en occupe. Fait que c'est ça mon rôle chez nous. Oui, il en faut. Merci beaucoup. Est-ce que, Annie, il y a un projet en particulier que tu aurais aimé de transformation numérique? En quoi la transformation numérique a pu t'aider, aider Pfizer dans un sujet particulier que tu aimerais partager aujourd'hui? En fait, il y en a beaucoup. On ne parle pas chez nous de transformation numérique, on va parler d'investissement en technologie d'information, on l'a toujours eu. Mais je pense que le rôle des TI a énormément évolué aussi, pas juste chez nous, mais de façon générale. On a d'ailleurs rebaptisé le groupe de technologie d'information, s'appelle maintenant Digital chez nous, pour reconnaître un peu le volet beaucoup plus large. On a je ne sais pas s'il y a des gens ici dans le milieu de fabrication pharmaceutique, mais on est une industrie qui est excessivement normée, en recherche aussi évidemment. Et je dis souvent qu'on génère plus de papier que de médicaments. Si les gens, surtout quand tu soumets un produit, les gens ne réalisent pas, mais c'est des 18 roues de dossiers que tu dois soumettre. Les gens n'ont pas cette visualisation-là, mais c'est énorme. L'usine, j'ai longtemps géré une usine qui est à Ville-Saint-Laurent, voisin de chez Bombardier, qui était Wyeth, Pfizer, et maintenant est Haleon. Et c'était fascinant là, dans mes budgets, une usine de 800 employés, tu en as 400, tu as 400 opérateurs en fabrication sur le plancher, mais tu as 200 ou 300 personnes en qualité. Fait que c'est vraiment une activité qui est assez lourde et avec le temps, ça ne s'en va pas en diminuant. Les exigences, plus tu génères de données, bien, plus il y a d'attente, hein, tu utilises ces données-là, puis au moins au niveau de la qualité. Et pour nous, c'est un peu un moyen de survie avec le temps. On pense de main-d'œuvre, on parle beaucoup de défis de main-d'œuvre, on vit tout ça. C'est à travers la planète, c'est pas juste au Québec, c'est partout. Mais quand tu as des gens dont le talent est là, mais qui sont pris à vérifier des données, à remplir du papier, ton premier réflexe, c'est comment est-ce que je peux pas remplacer l'humain, mais l'aider à gérer cette quantité de données-là. En passant, je déteste AI, là, Artificial Intelligence. Pour moi, c'est que parlez-moi pas de ça. Si vous voulez faire un projet en intelligence artificielle, je suis sur le comité de direction, vous allez vous faire barrer. Moi, c'est de l'intelligence assistée. Comment est-ce qu'on peut assister l'employé, la personne qui a l'intelligence fine, à alléger son travail puis à en gérer le plus possible de ce qui est répétitif pour vraiment que la personne puisse appliquer son intelligence pas un travail routinier, mais à quelque chose pour lequel finalement on la paye. Fait qu'on a énormément de systèmes. Tu mentionnais que tu as été voir Moderna où tout est intégré. Je suis à peu près certain que c'est tout ce qui est autour du traitement de la donnée qualité, tout ce qui doit être capturé, où on aurait eu généré des tonnes de papier, où maintenant tout est électronique et ça libère un paquet de gens, mais un paquet de choses que tu peux faire aussi. Fait que c'est vraiment, je pense, l'industrie manufacturière pharmaceutique, ça a été le début, là, même avant qu'on parle d'intelligence artificielle, ça a été un peu en mode survie, electronic batch record, tout ce qui est capture de données pour des fins de prouver la qualité du produit. La recherche aujourd'hui, de ce côté-là, va même plus loin. Au début, c'était comment juste capturer la donnée d'un point de vue très peu innovateur. C'est juste d'automatiser ce qu'on fait puis de remplacer le papier. Maintenant, c'est beaucoup comment est-ce que je peux, par exemple, produire un médicament, que ce soit un vaccin, un solide, un liquide, vous devez prendre des échantillons, les envoyer dans le laboratoire pour des fins d'analyse, au cours de procédé ou à la fin. C'est réglementaire, vous n'avez pas le choix.
pour prouver, le tester, puis prouver que ce que vous avez fabriqué, c'est exactement ce que vous attendez de trouver dans votre bouteille, dans votre flacon, dans votre viande. Et c'est des analyses chimiques. Quand on va ça en laboratoire, tu génères encore de la donnée, mais du papier, etc. Tu sais que ça, c'est révisé 2 fois ou 3 fois dans certains cas. Et là, on essaie beaucoup de voir comment est-ce qu'on peut être en amont, être dans le procédé. On appelle ça real-time release, là, mais être dans le procédé, contrôler directement tous les paramètres pour ne pas être obligé de tester, pour démontrer que le produit est bon à partir de toutes les données qui sont recueillies et de ne pas être obligé de faire cette deuxième étape qui est longue, coûteuse et souvent génère ses propres erreurs, puis c'est que tu es obligé de recorriger aussi. Ça, c'est des défis assez intéressants parce que les technologies sont là, la compréhension des procédés sont là. On doit convaincre les agences réglementaires que le test analytique en chimie en laboratoire versus une donnée d'un senseur complètement différent, c'est l'équivalent, puis ça fait le même travail de qualité. Les agences réglementaires ne sont pas encore là. Les grands décideurs, oui, mais ceux qui sont sur le terrain et qui viennent vous inspecter veulent voir un laboratoire de chimie, puis pas un senseur qui génère une donnée qui n'est pas capable de voir puis de saisir. Fait que c'est un peu notre défi à plus long terme. Ça va nous prendre beaucoup de gens innovatifs qui sont capables de convaincre qu'on a besoin de ça aussi. Merci beaucoup. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit que les TI, ce qu'on peut appeler que les TI, ont amené dans vos 2 cas, amènent à des innovations, à une manière de fonctionner qui est complètement différente. Et même, tu le dis, il y a besoin de justifier que c'est égal à ce qui se faisait jusqu'à présent par rapport aux autorités. Et puis, toi, ça t'a amené à même créer une nouvelle compagnie. J'imagine que dans ce processus de... je vais quand même réutiliser transformation, parce qu'il y a quand même un aspect de transformation, même de vos processus ou d'autres manières de travailler. Quels ont été les principaux défis? Le défi, c'est l'humain. C'est vraiment nous autres le problème et la solution. Il faut quand même trouver la solution. On est en santé, donc les professionnels de la santé, habituellement, en tout cas les pharmaciens, je ne pense pas qu'on est tout seul dans ce monde-là, quand tu parles d'efficacité, mais non, tu ne peux pas m'évaluer, tu ne peux pas me dire que je dois valider tant de cartes à l'heure ou je dois faire tant de contacts avec le patient à l'heure. Tu ne peux pas, c'est un patient, c'est beau, c'est le fun. Mais si on veut être efficace, si on veut que la technologie serve, si on veut transformer nos processus, notre façon de faire, puis améliorer, justement, innover, il faut donc, mon gros problème, ça a été de dire à mes collègues de travail, mais il faut s'évaluer, il faut donc avoir des objectifs de performance, même si tu es un pharmacien, là, tu as droit à ça toi aussi. Donc, ça a été vraiment notre grand défi, c'est ce volet-là d'amener cette compréhension-là pour être efficace, pour faire plus de choses et donc d'avoir une meilleure qualité puis de pouvoir avoir un meilleur impact, il faut évaluer. Puis ça a été notre grand défi, suivi de la formation. Fait que on parle encore d'humain. La formation, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais hyper essentiel, mais trouver, moi je suis encore dans la méthode, qu'est-ce qui est le plus efficace? Parce que chez nous, former un nouveau collègue là, de 0 à être efficace partout, là, c'est entre 9 et 12 mois. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment long. Donc, la petite formation, dès qu'on parle de technologie, là, c'est beaucoup ça aussi. Hein. Je suis sûre que tout le monde dit, OK, c'est peut-être pas 9 mois chez nous à 1 an, mais c'est pas une semaine. Hein. Fait que, et avec un taux de roulement qui peut être de plus en plus élevé, bien, il faut améliorer ce volet-là. Fait que c'est encore notre défi. Ça a été notre défi dès le début, puis c'est encore notre défi à ce moment-ci. Mais on passe au travers. Fait que maintenant, chez nous, il n'y a plus personne qui ne voudrait pas être évalué. Puis la beauté de la chose, c'est quand on a commencé ça, parce qu'on est parti de... On n'évalue pas, on évalue, hein, il n'y a pas de zone grise entre les deux. Mais ce qui était merveilleux, là, c'est que ceux qui étaient bons, là, ils sont restés chez nous parce qu'enfin, ils pouvaient voir qu'ils étaient bons puis qu'on savait qu'ils étaient bons. Puis ceux qui n'étaient pas bons, là, qui se cachaient en dessous, là, puis qui se disaient, mais c'est pas grave, je me mets à côté du bon puis ça paraîtra pas, là. Mais maintenant, ceux-là ne sont plus là. Fait que sont partis d'eux-mêmes. J'ai même pas eu besoin de faire d'intervention. Ils savaient qu'ils n'étaient pas bons, puis ils savaient qu'on allait le savoir, puis ils sont partis tout seuls. Fait que même si ça a été un processus d'explication plus difficile, ça a fait un beau ménage parfait. Puis les gens maintenant, bien, ceux qui sont là, c'est qu'ils veulent travailler, ils veulent
amener l'entreprise plus loin, donc veulent performer et avoir une meilleure qualité. Puis c'est par ce système-là, par la technologie, par cette transformation-là qu'on a réussi à atteindre ça. Merci beaucoup. Oui. Les humains sont partout pareils sur la planète, puis dans les petites entreprises, dans les grosses entreprises aussi. Fait que c'est vraiment la transformation humaine. Tout le monde veut du changement, mais personne ne veut changer. Fait que c'est assez intéressant. Fait qu'on a, surtout côté automatisation, puis travail sur le plancher définitivement, surtout quand les données mettent en lumière, puis, comme tu dis, pas pour pointer les gens, mais pour améliorer le groupe. Une portion qui travaille toujours bien, une portion moins bien, puis le milieu, dans le fond, où ça permet d'identifier comment ils peuvent s'améliorer, puis tout le monde en bénéficie. De notre côté, ce qu'on voit, intelligence artificielle, on a des gros projets ces temps-ci pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer nos ERP, nos outils rattachés au ERP pour rajouter un peu de l'intelligence artificielle pour prévoir, faire de la meilleure planification, surtout quand on est un peu mondial, puis il y a un ensemble de données. Et là, l'ennemi, c'est l'humain, mais c'est aussi le fichier Excel. Fait que ce qu'on a comme défi, c'est d'enlever ce qu'on appelle l'université Excel, là, où tout le monde utilise sa petite façon de faire, puis c'est tout dans un fichier Excel qui est transmis de personne en personne depuis peut-être 20 ans. Puis de ramener ça sur une plateforme commune, c'est intéressant. Parce que tout le monde a sa vision de comment ça a été fait. Puis quand tu veux te rattacher à une donnée centrale ou une façon commune, ben, il faut que tout le monde travaille de la même façon, puis accepte aussi un peu le résultat qui est donné, sans tout le temps nécessairement le comprendre à 100%. Défi intéressant. Donc on en revient toujours à l'humain, qui est peut-être le plus grand défi de la transformation numérique. Moi, j'aurais aimé une précision parce que vous parlez beaucoup une fois que la solution est trouvée, voilà, il y a ces enjeux-là, ces défis qui sont principalement de l'humain, la formation, et puis l'acceptation de cette nouvelle technologie. Mais en amont, est-ce qu'il y a eu un défi technologique? Comment vous avez trouvé votre solution technologique? Comment vous l'avez identifiée? Comment vous avez su qu'il fallait aller vers les outils TI? Bon, je vous ai dit que j'avais une pharmacie, fait que et une firme informatique. C'est vraiment le quotidien, c'est d'être sur le terrain, c'est de vivre le terrain qui nous a permis de développer, de comprendre c'était quoi les problèmes, et de comprendre qu'est-ce qu'on avait besoin de développer. Fait que la source là, vient du terrain, d'avoir les deux mains dedans permet puis d'écouter. Dans la transformation, je vais m'apporter aussi un volet encore une fois humain. Dans cette transformation-là, nous, on a fait 2 transformations en même temps. On a fait la transformation numérique, mais on a fait aussi la transformation de la gestion. Fait qu'on gère plus en mode pyramidal, on gère plus en mode ce qu'on appelle holacratique. C'est des petites cellules d'activité que chaque personne a. Le leader de cette activité-là a toute la compétence, mais tous les devoirs et les responsabilités et le budget pour se réaliser dans tout ça. Et c'est par l'écoute. Fait que avoir les mains dans le terrain, d'être mais tu sais, des fois, d'être les mains dans le terrain, c'est d'être aussi à l'écoute de ces gens-là, parce que c'est pas vrai que je suis derrière le robot en train de tout faire, mais d'être à l'écoute permet d'identifier ces besoins-là, puis c'est par cette écoute-là qu'on arrive à développer un outil. C'est comme ça que ça se fait chez nous, vraiment par l'écoute, notre pharmacie est un living lab, fait qu'on subit tous les développements chez nous, puis après ça, on les envoie chez nos clients. Fait que c'est aussi de cette façon-là, on écoute nos clients, on écoute mes collègues de travail, on développe, on le teste dans une réalité. Et après ça, on l'ajuste et on l'envoie chez nos clients. C'est ce processus-là. Comme tout développement, il y a un volet innovation, tester, retravailler, tester et commercialiser. C'est le même principe. Oui, je rajouterais, bâtirais là-dessus, on a les mêmes défis. Je pense que fondamentalement, le plus important, c'est de voir la technologie comme un moyen, pas un but.
Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu sois vraiment au courant de c'est quoi tes problèmes, c'est quoi le problème d'affaires, c'est quoi quelle est la source de tes problèmes, de tes défis ou de ce que tu dois faire maintenant pour être compétitif demain. Et c'est vraiment passer du temps pour bien comprendre ça. Puis la solution, d'habitude, vient assez naturellement. Est-ce que c'est une solution d'affaires? Est-ce que c'est une solution technologique? Est-ce que c'est une solution autre? Je pense que ce que je vois plus, moi, de mon côté, c'est plus une solution qui cherche un problème. Je fais souvent, comme je vous ai dit, je suis sur le comité qui révise les projets puis qui accorde les budgets aux projets, puis j'ai plus de gens en technologie qui viennent me voir avec « ça serait le fun de… » Puis là, je regarde ma grille d'évaluation, puis là, je fais « ah, c'est drôle, ça serait le fun de… » c'est pas dans ma grille d'évaluation. C'est quoi que ça va m'amener? Quel problème tu essaies de régler? Et ça, c'est très difficile, surtout pour les gens plus en technologie. Et c'est, d'un point de vue d'affaires, c'est un peu notre rôle à nous d'être bien conscient des problèmes, d'écouter qu'est-ce qui se passe, d'essayer de trouver l'innovation, la connectivité entre les deux. Mais à la base, tous les échecs en implantation de technologie, mon livre à moi, c'est principalement parce que le problème qu'on cherche à résoudre n'a pas bien été identifié ou n'est pas connu. Et c'est ce que je mettrai en garde à peu près tout le monde. Là, le nombre de robots achetés qui sont restés dans une boîte, là, il y en a pas mal. Parce qu'il n'y avait peut-être pas de défi concret ou de problème concret à résoudre. C'est vraiment, à chaque fois que je travaille avec des gens plus en technologie pure, en recherche, c'est vraiment, OK, c'est correct, mais essaye de me dire qu'est-ce que ça va me donner, où est-ce que ça peut m'aider, qu'est-ce que ça peut amener, puis après ça, moi, je vais trouver où aller trouver la solution. Ça n'empêche pas que des fois, on doit jouer un petit peu dans la technologie, c'est l'œuf ou la poule, hein, pour avoir les idées, des fois, il faut que tu joues avec. Fait que chez nous aussi, on a un petit groupe de gens qui scannent un peu la technologie, puis on va leur donner des budgets pour jouer avec, juste pour comprendre là, c'est quoi la zone que ça peut être intéressant. Puis après ça, c'est en mode plus disponible pour éventuellement résoudre un problème d'affaires. On avait, je vais vous donner un exemple sur la pandémie, parce que c'est encore populaire. Mais on avait joué avant la pandémie avec une technologie, on appelle ça des drones, mais c'est pas un drone volant, là, ça remplace, quand vous avez une chaîne de production de remplissage de vial pour des vaccins, le vial en soi, c'est une petite bouteille de verre qui est assez fragile, très mince, assez fragile, qui doit se promener sur des chaînes de production assez rapidement, avec beaucoup de chocs et de contacts. Et à chaque fois que cette bouteille de verre-là casse, parce qu'elle a un petit défaut, parce qu'il y a un choc un peu plus important, on doit arrêter la chaîne de production, et surtout dans la section où le vial n'est pas fermé encore, les possibilités qu'un morceau de verre ait été dans un autre vial, fait qu'on fait une purge complète de la chaîne, ça prend des heures, on fait l'austérité, on rentre et on rebâtit tout ça. Fait que le coût comme tel de produits manqués n'est pas très important. Mais ce sont des chaînes qui roulent très vite, c'est plus l'heure manquée sur la chaîne de production. Fait qu'on on avait joué avec... Fait que là, c'est un petit vial qui est électronique, que tu peux passer sur ta chaîne de production, puis en temps réel, enregistre tous les chocs, et tu peux lire ça, puis comprendre exactement c'est où sur ta chaîne de production qu'il y a des points de coincement, et tu peux aller ajuster ta chaîne pour minimiser ces chocs-là, minimiser tes arrêts. On n'avait pas vraiment, c'était assez cher, là, fait qu'on n'avait pas vraiment de besoin parce qu'on manquait assez de capacité. Quand est arrivée la pandémie, puis qu'il a fallu faire des vaccins pour, j'espère, un bon nombre de personnes dans la salle ici, tout d'un coup, la capacité de nos chaînes de production sont devenues un besoin, on peut pas avoir un besoin plus large que ça. Et on a fait, parce qu'on la connaissait, on a fait de 1, de 2, puis on est capable de l'appliquer pour vraiment aller chercher un rendement maximal sur toutes nos chaînes qui ont fabriqué le vial. Fait que des fois, il faut que tu joues un peu pour juste être conscient de ce qui existe, mais après ça, c'est vraiment identifier le besoin puis en faire une application rentable finalement. Donc en fait, la clé, c'est connaître son entreprise, connaître ses besoins, tout en restant ouvert à les solutions qui peuvent exister. J'ai bien compris. Super. Je vais en venir à la fin de mes questions. Là, vous êtes passé à travers cette étape, c'est même pas cette étape, cette partie de transformation numérique, en tout cas cette démarche-là, vous la connaissez. Quels conseils vous pourriez donner à des entreprises, que ce soit des startups, des PME en sciences de la vie,
qui soit se posent la question de j'ai un besoin, se disent il faut faire la transformation numérique, voilà, j'aimerais en faire mais je ne sais pas trop comment, ou sinon qui ont essayé et puis que ça n'a pas du tout marché, qui sont investis et puis finalement il n'y a pas eu de retour sur investissement. Voilà, quel conseil vous donneriez à ces entreprises? Je vais y aller par la passion, d'avoir le goût de le faire. Il faut que la personne qui porte le ballon ait vraiment beaucoup de passion pour le projet. Il faut que ça communique, il faut qu'elle soit le leader de cette passion-là. Parce que, justement, s'il y en a qui ont échoué, qui ont eu des problèmes, ça demande d'énergie. Et que si la personne n'est pas passionnée dès le début, si elle ne communique pas cette passion-là, mais dès qu'il va y avoir une petite friction, un petit problème, c'est facile de revenir à nos vieilles pantoufles, là, puis de dire « Ah, ça marche pas ». Fait que c'est vraiment ce volet-là. Et ça peut être communauté, la personne passionnée n'est pas c'est pas nécessairement celle qui est soit le directeur ou soit, ça peut être n'importe qui. Il faut qu'il y ait cette passion-là. Puis après ça, il faut qu'il y ait la structure qui va avec. Fait qu'il faut bien faire étape par étape, là, le fameux adage là, qu'on mange un éléphant, une bouchée à la fois. Là, ben, c'est vrai partout, c'est vrai chez nous. Quand on implante chez nos clients, c'est aussi ça qu'on fait, c'est une petite bouchée à la fois. Puis on a le droit d'arrêter. On a le droit de, même si notre calendrier c'était supposé d'être implanté en 6 mois, donnez-vous la chance de, des fois, dépasser ça parce que si on veut trop respecter les délais, on se met une pression sur les épaules, on met une pression sur l'équipe, puis c'est là que ça ne fonctionne pas. Fait que c'est vraiment passion, étape, puis donnez-vous la chance de prendre le temps, de faire des erreurs, puis de recommencer aussi. Puis cette passion-là, allez la chercher. Je pense que vous allez voir beaucoup d'organismes, dont InVivo, qui va développer des use cases, des exemples de ce que vous avez entendu, puis vous allez voir quelque chose à un moment donné, vous allez dire ça, ouais, ça, j'ai ce problème-là chez nous, puis ça m'aiderait vraiment. Allez visiter, allez écouter, allez comprendre, vous allez tomber sur quelque chose à un moment donné qui ça va connecter. Là. Puis là, prenez ce petit moment-là, puis gardez-le, puis poussez-le dans vos entreprises pour régler un problème que vous avez. J'ai été visiter à un moment donné le CEI, le Centre d'expertise industrielle, puis c'était un petit peu ce que la personne qui faisait visiter me disait, qu'on faisait le tour, la personne était venue pour voir, je pense, l'impression 3D ou je ne sais pas quoi, un groupe de PME. Puis à un moment donné, ils ont vu une solution qui était plus pour de l'inspection qualité, remplacer des gens ou d'automatisation d'une tâche. Puis tout d'un coup, c'est devenu ça la solution qu'ils recherchaient. C'était ça la solution à un besoin d'affaires qu'ils avaient. Fait allez chercher cette passion-là, juste en regardant qu'est-ce qui se passe. Puis à un moment donné, vous allez voir un exemple qui va connecter chez vous le besoin, la solution, puis ça entretient la passion. Là, parce que vous allez avoir une vision de ce que ça peut donner chez vous, puis du bénéfice que ça peut apporter. Bien, une PME veut souvent dire aussi petit budget. Donc, moi, mon réflexe, c'est vraiment de travailler avec ceux avec qui je reviens encore là, les mains à la pâte, là, ces personnes-là qui connaissent les problèmes. Des fois, ils ne sont pas capables de le verbaliser. C'est souvent ça, la problématique, là, mais c'est des fois, c'est de les regarder, de poser des questions. Fait que je dirais que quelqu'un, souvent un directeur, c'est quelqu'un qui va avoir une capacité de voir de façon générale. Hein? C'est pas quelqu'un qui est en tâche, qui est focusé sur une chose. C'est pas tant le titre que la capacité. Moi, je dirais que quelqu'un qui a une capacité de voir les grandes actions, de comprendre l'environnement, va être la personne qui va être capable de poser les bonnes questions aux personnes qui sont plus techniques, qui connaissent les problèmes et qui ne sont pas capables de le véhiculer. Je dirais que c'est probablement plus comme ça que j'aborderais avant d'aller chercher un consultant qui va faire cette job-là, mais que tu vas être obligé de te former pour dire voici mon entreprise, puis après ça, on va poser des questions aux gens, donc utiliser les gens à l'interne, puis si vous partez du principe que dans le fond, le problème, il est connu, il n'est juste pas verbalisé, vous allez en trouver des problèmes, c'est sûr. Je peux toujours rajouter quelque chose. J'ai déjà travaillé dans une PME, ça fait fort longtemps, mais
j'assume, right, comme dans une PME, la couleur de la PME, c'est le dirigeant, c'est le propriétaire. Fait que dépendamment de son champ d'intérêt, dépendamment de sa passion à lui, c'est plus côté des ventes ou côté développement de produits ou côté... mais j'assume qu'ils veulent tous, en fait, la survie de leur entreprise puis d'être compétitifs. Mais la curiosité, peut-être, je ne sais pas, le goût de faire différent, j'essaie d'imaginer ce que ça peut représenter, mais j'assume c'est beaucoup j'en visite plusieurs à travers divers organismes, puis ceux que je vois qui ont plus le goût, c'est peut-être les plus j'allais dire les plus flyés, mais les plus créatifs, ceux qui probablement, dans leur mode opérationnel, sont des gens qui vont essayer toutes sortes d'affaires, pas juste en technologie, là, mais probablement très créatifs en développement d'entreprise, etc. C'est souvent ceux qu'on voit qui, ce qu'on appelle les vitrines technologiques et autres, mais même là, quand je vais les voir, je trouve que du côté transformation numérique, il y en a trop. Tu sais, des fois aussi, tu peux... mais c'est parce qu'ils en mangent, puis c'est ça. Les autres voient beaucoup de possibilités là-dedans, mais ils sont souvent au devant des autres, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de faire tout ce que voient nous. Bonjour, mon nom est Mélanie Provost, je suis une pharmacienne créatrice aussi. Pharmacie d'expertise, j'essaie de me retirer pour ceux qui suivent les médias de l'étiquette pharmacie de spécialité. Mais c'est un peu ça, mais pour différents modèles de pratique. 70% de nos patients sont en oncologie, le reste, c'est des médicaments rares. Nous aussi, on travaille en tandem avec les pharmaciens à travers le Québec. Si les patients ont un produit un cancer très rare, avec le pharmacien il n'est pas à l'aise avec ça, le code de déontologie dit, ben, on fait un partenariat. Le dossier du patient à travers le DSQ maintient dans la pharmacie, donc on a quand même évolué au Québec. J'apprécie cette transformation numérique de société, si on peut dire, ça a encore sa place pour l'évolution, donc ceux qui travaillent là-dessus, merci. Pour les patients aussi qui veulent plus s'impliquer. Ma question, Annie, vous avez fait un peu référence à ça. Souvent, dans l'innovation, la technologie, la transformation, on va plus vite que le réglementaire, puis on peut se faire dire, ben, OK, on veut faire un projet de démonstration, un projet pilote. Oui, mais non, on ne peut pas parce qu'il y a telle raison. Comment on peut faire ça? Partenariat public-privé dans tout ça, ça amène aussi des questions réglementaires, il faut se les poser. Mais qu'est-ce que ce serait vos conseils pour aller à la vitesse qu'on peut aller au Québec, mais malheureusement, ça ne suit pas toujours sur tous les Oui. Tout dépend du propriétaire. Fait que, il y en a qui sont plus comme moi, qui vont prendre des risques. On a dans le monde de la santé, c'est beaucoup des professionnels, qui sont souvent moins risqués. Par contre, s'ils sont propriétaires, ils ont probablement un volet plus je prends un risque. Moi, la façon que je l'aborde tout le temps, j'ai joué dans une zone grise, là, mais connue. C'est vraiment ça, c'est pas ma façon de faire, c'est de jouer des fois dans du gris, mais de le verbaliser, de le dire. Moi, je l'ai communiqué, bon, on a un ordre professionnel, l'ordre savait ce que je faisais, il était d'accord avec ce que je faisais, la loi ne le permettait pas, mais je suis avec l'ordre. Puis si j'allais avoir un problème avec le syndic, bien, au moins, je savais que j'avais mon ordre derrière moi. Et que c'est vraiment de toute façon, dans la vie, dès que tu es transparent, moi, c'est bien plus facile. Et que c'est vraiment de le dire, puis d'aller chercher au moins sans d'avoir... l'ordre ne dira jamais, nous autres, en tout cas, je t'appuie, puis tu peux dire mon nom que je t'ai dit oui, là, mais le fait qu'ils le sachent, le fait qu'ils t'ont donné des conseils, puis qu'ils disent, ben vas-y, je te mets pas des bâtons dans les roues, là, tant que tu roules, puis je vais être bien contente, ça va pouvoir faire avancer mes affaires. C'est, je dirais, la transparence. Ma communication et la transparence. Puis je ne sais pas si on peut, je ne sais pas ce que vous avez vécu, ce que vous vivez au Québec ou avec les Europe provinciales ou fédérales côté réglementaire, mais je ne sais pas si on peut faire du pouce sur ce qui s'est passé dans la pandémie. Parce que même les gouvernements moi je l'ai vécu un peu à travers le développement du vaccin, mais on n'a pas travaillé du tout comme on serait encore en train de soumettre des dossiers au gouvernement si on avait soumis le vaccin comme on le soumet, mais ça demandait à tout le monde de notre part, mais du côté du gouvernement.
de vraiment se questionner comment on fait les choses puis pourquoi. On les a bien fait, tout le monde a bien fait son travail, mais on a fait notre travail complètement différemment. Des revues en temps réel, de l'échange d'informations, en plus du partenariat avec le gouvernement, même la gestion des dates d'expiration du produit. Les gens ne sont pas au courant, mais normalement doit être imprimé, etc. Puis on est encore en train de générer les données. Fait que tout s'est fait par l'Internet via un site web, ce qui était complètement nouveau là, pour la gestion de la date d'expiration du vaccin, jusqu'à temps qu'après ça, on monte à tombe normal. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que ça va amener au nouveau gouvernemental pour voir. J'espère qu'ils vont retenir quelque chose de ça, hein, pour nous amener à voir un peu différemment, même pour ceux qui sont plus côté patient, là, côté relation docteur-patient. Je veux dire, on a fait nos rendez-vous en virtuel pendant au moins 1 an, c'est pas plus. Il a fallu changer des lois, parce qu'il y avait des lois qui empêchaient de faire des rendez-vous virtuels, parce qu'il fallait que le docteur qui date d'une loi de je sais pas quand palpe ton ventre puis prenne ta pression là, pour pouvoir charger. Fait que ça a été changé en 4e vitesse, ça aurait pris 25 ans à changer en temps normal. Fait que moi, je dirais, c'est peut-être voir là-dessus sur quoi on peut continuer à faire du pouce. Là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Chez vous, des fois, c'était difficile à mesurer la performance des gens parce que c'était pas évident. Les formations, ça prend 1 an pour être complète. C'est une thématique, je trouve, c'est quand même commune pour toutes les biotech parce que c'est pas la chimie, c'est pas la physique, c'est pas vraiment une science exacte. Donc, comment on fait pour créer ces mesures-là? Comment on trouve des façons de mesurer nos performances ou quoi que ce soit quand la réponse n'est pas évidente? Nous, dans le fond, notre transformation, c'est justement la traçabilité, de garder d'informatique, toute la traçabilité du processus du circuit du médicament. Fait que c'est par cette traçabilité-là qu'on est arrivé à un moment donné à définir un standard. Puis ce standard-là, mais là, on s'est dit, bon, OK, là, on est capable d'évaluer justement la qualité, l'efficacité et de trouver notre juste milieu dans tout ça. C'est la donnée. Hein? Faut aller chercher la donnée. C'est la seule façon. Puis, pas une donnée, un vrai chiffre. Là. Si on va dans le qualitatif, c'est là qu'on a des biais. Mais quand on arrive avec une vraie donnée pure, ben c'est là qu'on arrive à améliorer le tout. Puis je vais même un petit peu plus loin. J'ai parti aussi dans l'objectif d'être une association de centrales de préparation d'ordonnance. Là, c'est une communauté de centrales de préparation d'ordonnance. Donc, c'est des compétiteurs qu'on est tous ensemble et qu'on se parle. Puis c'est ça, comme on était peu nombreux là, à utiliser le logiciel qui permet d'aller chercher la donnée, on commence à se partager ces données-là. C'est ça qui est le fun, c'est que même, individuellement, vous allez la chercher, mais à un moment donné, en tout cas, nous, on est rendu là où est-ce qu'on se partage cette donnée-là pour que ce genre d'entreprise-là, mais on se donne un niveau plus élevé pour donner une meilleure qualité, puis c'est la donnée pure. Comment les équipes qui vont être impactées par l'implantation de technologie sont impliquées dans ce processus-là? Sont-ils consultés un peu dans les enjeux qu'ils vivent actuellement, ou c'est par après la gestion de changement après la décision d'implanter selon... je me lance un peu dans le Je te dirais, la belle théorie, là, c'est qu'il faut t'implanter, il faut que tu en parles avant. Puis des fois, je suis bonne, des fois je le fais. Puis des fois, je suis vraiment poche. Puis quand je suis poche, c'est poche. Fait que c'est vrai que la théorie fonctionne, mais fait que oui, mais c'est pas tout le monde. C'est pas vrai que c'est tout le monde qui participe. Moi, j'ai appris ça là, dans mes... fait que prendre vos meilleurs, ceux qui ont de l'intérêt, ceux qui vont apporter quelque chose. Des fois, c'est pas les meilleurs, mais ils vont vous apporter quelque chose. Moi, je suis rendue à essayer ce volet-là, parce que c'est d'en parler. Par contre, on dit, on se fait des petits meetings réguliers, là, et on dit, bon, ben là, il va y avoir une mise à jour où on travaille sur ce volet-là, où on va, qu'ils savent, mais dans l'implication, vraiment,
on va maintenant cibler que ceux qui vont vraiment participer. Sinon, c'est un coût, là. J'ai déjà fait des rencontres avec toute la pharmacie, là. C'est ça, ça m'a coûté cher, puis ça m'a rien donné. Fait que ça, c'est... Nicolas, c'est la question qu'on m'a pas posée, là. Ben, c'était ça, moi, c'était... Tu sais, ça coûte combien, cette affaire-là? Fait que ça coûte... ben, plus vous allez justement faire d'aller, comme tu disais, là, d'aller chercher de l'information, d'aller côtoyer des gens qui l'ont fait, mais vous ne ferez pas les mêmes erreurs. Fait que, tu sais, l'erreur que j'ai faite, là, de rencontrer toute l'équipe, là, mais vous n'êtes pas obligé de la faire, celle-là, je vous l'ai dit. Fait que c'est vraiment... Il y a un coup quand tu vas pas voir ailleurs. Puis ben, moi, j'étais plus innocente avant. Fait que je n'étais pas allée voir ailleurs avant. Il y a 10-15 ans, j'ai pas fait ça. Fait que j'ai fait des erreurs. Mais fait que vous êtes là, fait que vous ne ferez pas cette erreur-là. Fait que c'est vraiment, je dirais, c'est vraiment ça. Le coût, c'est le coût des erreurs. Puis ils peuvent être diminués en faisant un petit peu plus de poser des questions, d'aller voir ce qui se fait ailleurs dans d'autres entreprises. Puis ça, beaucoup d'aller dans d'autres entreprises. Parce que souvent, dans notre propre réseau, on a la même pensée. Fait que d'aller voir ailleurs, ça aussi, ça diminue les coûts. Ça, c'était ma question pour poser. Pour revenir sur la question d'implication des employés, d'après moi, oui, il faut les impliquer, mais il ne faut pas mélanger consensus et implication. Vous avez un droit de gestion, c'est vous qui décidez c'est quoi. C'est ça l'objectif, il est non négociable. Comment on va s'y rendre? Là, on peut faire participer, soit pour aider à l'acceptabilité, mais aussi aller chercher des yeux différents pour s'assurer que la solution fasse du sens, puis qu'elle réussisse. Mais on mélange souvent consensus puis implication, c'est très différent. Fait que pas tomber dans ce piège-là. Merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir nos deux intervenants. Merci. Pour votre générosité, vous avez vraiment